Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce deuxième webinaire sur la réponse à la crise alimentaire et nutritionnelle mondiale du mouvement SAN. Je m'appelle Maria Chero, je suis chargée de la communication au mouvement SAN. Aujourd'hui, je suis ici pour m'assurer que la bonne réussite de ce webinaire des côtés techniques. Donc, avant de commencer et donner la parole à notre modératrice et à nos intervenants aujourd'hui, je vais juste commencer en indiquant des détails logistiques. Donc, avant tout, nous vous informons que cette session va être enregistrée. Si vous n'êtes pas entendre parler, merci de bien vouloir couper vos micros. Aujourd'hui, on entendra la présentation de deux pays. Donc, si vous avez des questions pour les intervenants, veuillez poser ces questions en utilisant la fonction questions et réponses que vous trouvez en bas de l'écran. Vous pouvez utiliser la fonction chat pour interagir avec les autres participants et pour toute question technique. Je vous souhaite une très bonne discussion et sans tarder, je vais donner la parole à notre modératrice, Dr. Gorin. Dr. Gorin, la parole est à vous. Merci. Merci. Merci pour cette introduction. Je voudrais saluer tous les pays SUN, les points focaux présents, mais au-delà des points focaux, nous avons tous les réseaux qui sont présents dans les pays, surtout aussi les réseaux du mouvement SUN. Il y a les partenaires de chaque pays, les partenaires au niveau mondial. Nous saluons votre présence, nous saluons encore le thème de ce jour parce que vous savez tous qu'avec la crise alimentaire et nutritionnelle que vivent les pays, surtout les pays africains, un suivi est important, c'est-à-dire nous ne devons plus être surpris comme on a été surpris avec la COVID, nous devons anticiper. Et donc, ce genre de webinaire est à saluer. C'est le deuxième en soi que nous venons de réaliser et nous allons avoir d'autres, mais nous saluons déjà ce deuxième webinaire et saluons tous les participants ici et l'intérêt marqué pour chaque pays, cette volonté. Avant de démarrer, si vous me permettez, je voudrais quand même donner quelques informations que je trouve de taille et assez importantes. Et donc, ce que je voudrais dire, je ne sais pas si vous êtes informés, je profite de la présence des pays SUN et même des autres pays qui ne sont pas SUN, qui peuvent toujours participer. Il y aura la 13e réunion de la Task Force africaine pour le développement de l'alimentation et de la nutrition. Elle aura lieu, cette réunion aura lieu du 7 au 9 septembre au Botswana. Seront représentés tous les pays africains, mais cette représentation, elle se fait au niveau des communautés économiques régionales, c'est-à-dire c'est par rapport aux 5 régions. Donc, je ne peux pas vous dire, je sais que les pays qui vont participer le savent déjà. Je ne pourrais pas anticiper, ce n'est pas moi qui choisis ces pays, mais c'est important parce qu'on va discuter un peu de cette stratégie régionale pour la nutrition qui a mis l'accent un peu sur, vous savez tous, les objectifs de Malabo par rapport à la malnutrition chronique, 10% à atteindre d'ici 2025. On peut se poser déjà des questions. Donc, cette réunion est assez importante. C'est une façon de voir quels sont les progrès, examiner un peu ce que nous avons fait et les progrès, ce qui reste à faire par rapport à cette stratégie. Deuxième information, il y aura une réunion de haut niveau des ministres de la Santé, des ministres de l'Agriculture, des Finances et des Affaires étrangères que pilotera la Côte d'Ivoire mi-octobre. Je vais préciser la date au moment opportun. Je pense que nous avons reçu la note verbale. C'est une activité qui fait partie de l'année africaine. Et cette réunion, elle est importante parce qu'elle va préparer la grande réunion des chefs d'État qui aura lieu au Lesotho. Vous m'entendez? Au Lesotho. Et qui va avoir tous les chefs d'État. Et donc, c'est une réunion qui est très importante et je voulais aussi partager avec vous. La réunion du Lesotho de haut niveau des chefs d'État aura lieu début novembre. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager déjà comme point d'information et dire qu'il y a de fortes possibilités que l'année de la nutrition, l'année africaine de la nutrition soit prolongée pour les 2 prochaines années. On en saura plus. Le projet de décision a été acté là, la dernière réunion en juillet du Conseil exécutif de l'UA. Donc voilà, on espère que ça nous donnera encore toutes les chances de mieux travailler dans la nutrition, de mieux mettre l'accent sur l'environnement politique, financier, institutionnel. Et voilà un peu pour la nutrition, ce que je voulais partager comme point d'information. Pour revenir à l'ordre du jour, comme le disait Maria, nous sommes toujours dans le suivi, mais cette fois-ci, c'est vrai qu'il y a eu un impact, on le sent dans les pays. La dernière fois, ça a été exposé. Aujourd'hui, on veut partager les bonnes pratiques. Vous savez, la place des bonnes pratiques, c'est très, très, très important parce que c'est comme ça que nous pouvons avancer. Nous pouvons avancer dans la nutrition, pas en refaisant la roue, en reprenant la roue, mais c'est sûr qu'il y a toujours des bonnes pratiques qu'on peut passer à échelle, partager
et aller très vite. Et nous saluons déjà 2 pays se sont prononcés. Il y a le Mali et le RDC. Les points focaux ont voulu partager avec nous, avec l'ensemble des pays seuls que nous sommes. Et voilà, on va laisser la parole aux 2, sauf si vous avez des informations à partager avant de démarrer. Je ne sais pas, sinon nous démarrons la réunion. Je reviens avec Maria, c'est ça? Ou bien je donne directement la parole au Mali. Voilà. Merci voilà pour cette présentation. Bonjour, bonsoir et bon après-midi. Encore merci pour ces champions qui ont pu faire avancer cet agenda. Je vais parler de Patricia. Merci à ton pays de nous montrer la voie depuis 2017 et encore pour tous les efforts que tu es en train de continuer à faire pour que la voie de la nutrition puisse être attendue. Merci encore à toute l'équipe au niveau global qui nous a permis de donner un souffle quand même visible en termes de résultats de mise en œuvre que nous saluons. Et merci encore d'avoir agrandi de manière forte cette famille de SON qui s'agrandit de jour en jour. Moi, au nom de l'ensemble des réseaux SON de mon pays, au nom de l'ensemble des points focaux de la plateforme multisectorielle, je vais présenter cette bonne pratique qui fait que le défi le plus important pour le Mali, c'était de traduire cette vision multi-acteurs multisectorielle au niveau le plus périphérique. Et c'est pour cela que depuis 2010, on avait inscrit ça dans les recommandations du forum. En 2019, avec Patricia, ça a été une des recommandations fortes. Et comme à un momentum autant important que l'élaboration des plans d'action 2021-2025, nous avons eu le souci de faire cela. Diapo suivant. Le Mali, comme la plupart des pays du Sahel, fait partie d'une crise exceptionnelle alimentaire qui dépasse tous les pics qu'on a connus depuis 2012 et qu'aujourd'hui, c'est 1 personne sur 3 au Mali qui ont besoin d'aliments pour se nourrir. Et j'en viendrai diapo suivant. L'explosion de la crise s'entre dans une forte détérioration de l'arbre que je viens de mentionner, qui fait qu'aujourd'hui, c'est à peu près 6 sur 3 millions de Maliens qui ont besoin d'une aide alimentaire déjà pour accéder à une assistance, alors que la production, comme dans la plupart des pays avec les crises climatiques et catastrophes qui pèsent, la population est en train de grimper, ce qui fait qu'on est toujours sur la file tendue. Cette préoccupation d'augmenter les besoins d'aliments et des baisses des productions céréalières nous pousse à aller de manière efficace et efficiente à la gestion des maigres ressources qu'ils nous ont données pour satisfaire les besoins essentiels. Et je pense que fondamentalement, le guide de plaidoyer communautaire conçu par 3 outils. Je dis plaidoyer communautaire parce qu'il s'agit des communautés qui sont les experts, qui ont des ressources, qui ont aussi toutes les compétences dans mon pays parce qu'on a transféré 21 compétences au niveau de la décentralisation qui les sont les leurs pour que nous puissions renforcer institutionnellement la proximité active multisectorielle à travers la gestion des programmes. C'est des programmes en elles-mêmes de développement économique, social et culturel. À part les niveaux centraux, c'est les seules entités qui ont des types de programmes dans mon pays parce que c'est les vrais programmes de développement qu'il s'agit de faire pour que les entités déconcentrées, décentralisées puissent sortir. Diapo suivant. La pertinence de ces outils qui renforcent la bonne gouvernance n'est plus à démontrer parce que la bonne gouvernance ne peut pas être l'apanage seulement des pays du Nord par rapport à nous. Et tout le monde, parce que la bonne gouvernance permet de prendre des décisions sur des bases factuelles en vue de tirer des leçons des bonnes pratiques et des mauvaises pratiques que nous sommes en train de faire au niveau de conseils. C'est une préoccupation importante pour le gouvernement, les citoyens, les partenaires au développement et toutes les parties prenantes à avoir un retour d'investissement, aujourd'hui des maigres ressources qu'on a investies. Et pour ceci, il faut que nous fassions 4 choses. Et le plaidoyer communautaire nous permet de les faire. C'est de communiquer avec l'ensemble des parties prenantes de l'approche multisectorielle de la sécurité pour faire de la nutrition une priorité de l'engagement politique et financier. Et j'en viens quand même dans mon pays où il y a bientôt les élections. Nous souhaitons que ça puisse aller dans ce sens. Depuis les maires qu'ils mettent dans leur agenda jusqu'au niveau du président qui sera élu,
à renforcer la collaboration entre les différents secteurs de la nutrition spécifique et sensible, depuis le niveau centre jusqu'au niveau. Je pense que le plaidoyer, parce que tous ces services au niveau sectoriel sont représentés au niveau périphérique et que par des associations, que par des services techniques, à renforcer la coordination parce que la coordination est très faible et pour cette vision multi-acteurs autour du programme. Et surtout forger les partenaires. Je dis forger les partenariats parce que quand on est partenaire, on est comptable des risques et des résultats. De fait, cette démarche de partenariat peut faire de telle sorte que les équipes seront plus soudées et ils seront plus résilients face au choc, au stress. Voici quelques éléments que je mets à votre disposition pour vous faire parler de notre vision, de notre compréhension et surtout de notre conviction que ces plaidoyers communautaires avec les outils dont je vais vous parler sont pertinents, sont intéressants. Diapo suivant. Voici à peu près pour nous l'objectif, c'est de renforcer les mécanismes de redevabilité mutuelle. Parce que tout le monde compte en matière de nutrition. Je peux vous dire tout le monde compte au niveau communautaire. Et de fait, en matière de redevabilité et de la bonne gouvernance de l'apport multisecteur de la nutrition au niveau des communes, cercles et régions à travers 4 éléments. Aujourd'hui, la culture de la responsabilité de toutes les parties prenantes de l'approche multisectorielle à travers la prise de décision sur des bases factuelles. Je dis bien des bases factuelles. Je vous donne un seul élément que je peux citer. Quand on faisait les bilans alimentaires, c'est les ressources produites par la communauté, ceux qui sont importés, ceux qui sont donnés par l'État, ce qui veut dire que c'est les stocks disponibles. Si ça ne parvient pas à couvrir 25% des cas, ce qui veut dire que les crises sont prévisibles. Ainsi de suite, c'est ces tableaux qu'on a fait. Travailler aussi avec l'ensemble des partenaires pour ne laisser personne à côté dans cette vision multi-acteur avec comme porte d'entrée la nutrition. Parce que la nutrition à elle seule est une source de développement. Parce qu'il est lié à 12 des 17 ODD, ce qui fait de lui la porte la plus porteur. Après les cadres stratégiques qui fédèrent toutes les politiques, qui suivent les ODD, la nutrition est une porte importante pour encourager le développement au niveau les plus périphériques, parce que j'en ai convoqué, parce que ça prend toutes les questions, y compris la lutte contre la pauvreté. Diapo suivant. Cette démarche de plaidoyer communautaire de renforcement de la gestion se fait avec 3 outils que nous, on a développés. Parce que qui parle des cadres de redevabilité parle de 3 choses. La première des choses, il faut avoir un document référentiel qui est le PDC. La deuxième des choses, il faut avoir un cadre de constatation qui est le C-constat. Mais la troisième, c'est le cadre de mesure de rendement ou bien des tableaux de bord qu'on a construit. Voici les 3 éléments qu'on a fait pour faire ce cadre de redevabilité un élément convivial, un élément de partenariat, un élément de prise de décision aussi basé sur des données factuelles, qui a été initié et fait par la cellule de coordination en partenariat avec l'ensemble des parties prenantes. Je vais citer ici l'ensemble des zones donataires, les zones IN, les zones secteur privé, les zones académie recherche, les zones société civile, qui ont été des acteurs pour tester durant 3 ans ces outils, afin que nous puissions avoir quand même un outil consensuel lors de la validation qui puisse faire aujourd'hui honneur à l'ensemble des partenaires. Et surtout, on a mis, parce que l'axe 6 du plan d'action multisectoriel, le département lead, c'est le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, avec ses 2 directions techniques, la direction générale de l'administration publique et la direction générale des collectivités territoriales. Ce qui fait que ces 2 entités ont pris le lead et on a développé ces 3 outils pour que ça puisse se faire avec l'esprit du Free One, c'est-à-dire qu'il y a un seul leadership, un seul cadre de planification, un seul cadre de suivi et évaluation. Voici pourquoi nous faisons partager ces 3 outils, qui est d'abord le guide d'analyse de l'intégration de la nutrition dans le PDC, l'outil d'auto-évaluation des capacités fonctionnelles des comités régionaux, qui est l'unique cadre de convergence de l'ensemble des politiques et des ODD, et avec l'esprit du Free One, comme je viens de dire, et les tableaux de bord du suivi de la performance programmatique et financière. Ces 2 entités lient la planification décentralisée au PAM, qui fait que ça devient un seul outil pour que les indicateurs traceurs, faciles à monitorer et faciles par la communauté, puissent être faits en vert, jaune ou rouge, que je pourrais partager avec vous ces tableaux de bord pour que vous puissiez en tirer meilleure partie. Diapo suivant. Le développement de ces 3 ressources s'est déroulé de manière inclusive, participative, comme je le viens de dire, avec l'ensemble des ressources, des personnes sous le leadership du ministère de l'administration et de la décentralisation,
Le développement permet de renseigner un cadre de mesure de rendement, surtout autour de l'axe de la gouvernance et la réduction des comptes renforcée dans la domaine de la nutrition, qui est un des axes du plan d'action multisectoriel qui fait aujourd'hui, qui est en train d'être mis en œuvre par tous les acteurs. L'utilisation optimale de ces trois acteurs permet la mise en place des mécanismes de redevabilité minière qui permettent de laisser personne à côté, je dis bien personne à côté, dans l'approche multisectorielle, surtout au niveau de... Et quand on a fait l'éventail des 21 compétences transférées, nous avons dit qu'aujourd'hui, le meilleur interlocuteur, je dis bien le meilleur interlocuteur pour aujourd'hui changer les facettes de la nutrition dans nos pays, pourrait être ces entités décentralisées, en particulier les communes, qui sont aujourd'hui les seules entités à posséder ces populations, ces espaces, et tous les autres acteurs viendront en appui conseil aux organisations. C'est pour cela que nous sommes convaincus de cette approche et que nous avons partagé avec. Diapo suivant. La conception de ce réseau aussi, comme je l'ai dit, pendant 3 ans, et la conception de ce réseau se déroule durant aussi la pandémie. Pour aujourd'hui, je dirais chapeau à tous ces acteurs qui ont pris les risques et qui ont pris aussi tous ces trucs pour aller tester ces outils, en particulier les zones de société civile qui a utilisé fondamentalement ces trucs, et la crise politique et sécuritaire qu'on a aujourd'hui mon pays ne peut pas permettre aujourd'hui de les tester dans les régions où vraiment, mais je pense qu'aujourd'hui, outils validés, nous pourrons aujourd'hui faire des outils pour tout le monde, afin que les zones qui n'ont pas pu bénéficier des phases tests puissent aujourd'hui être des entités aussi couvertes par ces zones. Diapo suivant. Que ferons-nous en regardant en arrière? Je dis que nous ferons de telle sorte que nous allons assurer le renforcement des capacités des différents acteurs, c'est-à-dire les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, qui sont aujourd'hui les leaderships au niveau régional communautaire sur l'approche multisectorielle de la nutrition, les défis liés à la gouvernance et à la redevabilité. On va commencer par la direction centrale et en descendant vers ici. Poursuivre l'approche inclusive à travers un processus interactif, participatif qui mobilise tous les acteurs, secteurs étatiques, OSC, PTF, acteurs communautaires, des différents secteurs de la nutrition, définir une meilleure articulation avec les cadres techniques existants de la nutrition au niveau régional décentralisé en les amenant au sein de ces organes de gouvernance cités, parce que un des éléments novateurs, c'est qu'il faut en faire la cartographie de toutes les entités qui regroupent multi-acteurs, multisecteurs, pour qu'on puisse pousser à mener les gens dans l'unique cadre qui est le Proxadel. Continuer la communication sur la dimension multisectorielle de la nutrition afin d'asseoir l'appropriation de cette approche dans les différents, par les différents et par tous les intervenants de la nutrition. Et voici ce que nous souhaitons par tous les programmes d'intervention au Mali, que cet outil puisse être aussi un élément. On a commencé avec le programme alimentaire mondial et nous allons le continuer avec tous les autres partenaires pour que ça puisse être une activité. Diapo suivant. Quelles sont les opportunités si vous souhaitez pratiquer ça? D'abord, il faut qu'il y ait des documents qui définissent les cadres légaux de renforcement des systèmes de la décentralisation dans les pays. Au Mali, ça fait à peu près bientôt 20, 30 ans, comme la plupart de nos pays, la décentralisation est en train de prendre corps. Je pense que ces documents sont là et je pense que c'est aussi une opportunité. Existant des sous-systèmes d'information et de gestion des ressources humaines pour le renforcement des systèmes de la décentralisation. Je pense qu'aujourd'hui, un des grands défis, malgré qu'il y ait eu les transferts de compétences, aujourd'hui, il manque des ressources humaines qui doivent assurer cette décentralisation, quand même dans le cas de mon pays. Mais lorsque ça existe, c'est déjà une grande opportunité. Les avancées en matière de décentralisation des responsabilités au développement à travers la mise en œuvre des organes de bonne gouvernance pour permettre de prendre en compte les besoins essentiels de l'ensemble des parties prenantes est aussi une grande opportunité. Parce qu'aujourd'hui, si on a des avancées dans les programmes comme la santé, l'éducation, l'hydraulique rurale, peuvent être aussi des champions pour amener les autres secteurs à aller dans cette mouvance, pour aller dans ça. L'exemple des programmes sectoriels comme la santé, l'éducation, qui aujourd'hui ont fait de la design opportunité. Mais il y a les grands défis qui sont aujourd'hui les défis liés au contexte politico-sécuritaire, comme c'est le cas actuellement au Mali, la faible fiabilité des données de gestion, parce qu'il s'agit de prendre des décisions sur des bases sectorielles. Quand on prend des décisions avec des données erronées, et du coup, si les tendances montrent le contraire, je pense que le manque de confiance fera que ces outils seront rejetés et nous pensons que le système d'information et de gestion doit être renforcé en tant que... Si cela n'est pas, on devait penser parce que c'est des prises de décision, si des bases, qu'on collecte les décisions avec la communauté, on les transforme en information et puis on met ça
de manière simple pour qu'ils puissent voir est-ce qu'on est vert, on est jaune, on est rouge, enfin, en fonction des indicateurs de performance traceurs qu'on a pu identifier. Diapo suivant. Comme la prochaine étape, on a commencé depuis janvier 2021 la mise en œuvre de ce plan. La revue à mi-parcours est prévue en 2023. Nous pensons que l'évaluation à mi-parcours permettra d'améliorer de manière continue ces ressources parce que ça sera aussi audité pour voir les insuffisances et qu'est-ce qu'on doit faire pour que nous puissions être à hauteur des missions. Diapo suivant. Je vous remercie pour votre aimable attention. Voici ce que j'avais à partager et je pense que voici ce que les Mali et les outils aussi avenant, y compris ces outils validés, pourront être partagés si besoin en était pour que tout le monde puisse s'en inspirer. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci Djibril, merci d'être resté dans le temps. Je pense que c'est parfait. Je ne vais pas pour le moment commenter, mais ce que nous pouvons retenir, c'est tout ce que tu as pu exposer comme bonne pratique en matière de décentralisation, de cadre légal, de redevabilité. J'allais dire même le point fort, c'est toute la question du suivi des données parce qu'on est dans une situation de crise. Quelle place que nous donnons à ces données qui doivent être fiables, bien sûr, et le renforcement des capacités. Nous saluons encore cette présentation. Pourquoi? Parce que le Mali, comme on le connaît, c'est bien d'avoir présenté le cas du Mali qui montre que même étant pays sahélien et plus encore frappé par la crise, alors comment ils mettent en place une bonne pratique pour essayer de continuer et de relever ces défis qui peuvent être les leurs en matière d'alimentation et de nutrition. Je vais donner la parole à Mike qui va nous présenter le cas de la RDC. Merci. Merci. Vous me suivez? Oui. Allô? Allô, Mike? Ah, ok, d'accord. Vous me suivez? Oui, c'est bon, c'est parfait. Enfin, là, mon niveau, c'est bon. Je ne sais pas si les autres... Vous pouvez... Oui, on vous entend parfaitement. Merci. Donc, la présentation, nous l'avons fait avec M. Jacques de le point focal centre de la RDC. Je crois peut-être qu'on va se compléter à un certain moment. Dia, s'il vous plaît. Voilà, donc ici, c'est la bonne pratique que nous voulons partager avec vous, c'est cette approche de transformation agricole que nous avons entrepris, du moins chez nous en RDC. Et le constat est que, donc, malgré tout ce que nous avons comme potentiel de production agricole, vraiment un véritable vecteur de croissance et de développement, suite notamment à tout ce que nous avons peut-être, ce que nous avons sous nos yeux, de stratégies de développement peu efficaces ou mal coordonnées, donc conflits, on enregistre un peu partout à gauche, à droite. Il y a tout ce qui concerne la couverture des infrastructures routières, hein, donc c'est assez limité, et des routes de dessert agricole qui sont difficilement praticables, surtout en période de pluie. Alors, l'État s'est retiré de la production agricole et s'est engagé à soutenir les acteurs qui interviennent. Mais jusque-là, on sent que c'est encore lourd. C'est encore lourd. Donc, cet appui-là n'arrive pas encore à atteindre les ménages agricoles comme c'est sur eux que nous nous appuyons pour atteindre nos objectifs de production au niveau national. À côté de ça, c'est tous les secteurs agro-industriels qui est quasi inexistant. Donc, les infrastructures ont été soit détruites ou vétustes, qu'il faut peut-être revoir, réhabiliter ou remettre à niveau pour qu'ils puissent répondre à nos objectifs de production au niveau national. Dia, s'il vous plaît. Voilà. Alors, en réponse à ces difficultés, ces tableaux un peu sombres du secteur agricole, le chef de l'État a, dans son programme d'action, il a posé des transformations agricoles. L'idée ici, c'est que nous puissions
imiter un peu le modèle qui avait été développé au Nigeria. Donc, voilà. Il s'agit de changer de façon globale le paradigme qui sous-tend le secteur agricole. Il faut en faire une entreprise, non un simple programme de développement, comme c'est actuellement les cas. Tia, s'il vous plaît. Alors, comme je le disais, ça s'inscrit dans le cadre du programme de développement du chef de l'État, donc le programme de développement des 145 territoires qui compte la RDC. Et c'est au niveau de la composante 2 de ce programme-là que se situe l'agenda de transformation agricole. Il faut noter ici que ça vient mettre un peu en pratique tout ce que nous avons défini dans le document de politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle, là où on doit adresser les questions liées au développement des chaînes de valeur agricoles, d'élevage et de pêche dans les différents territoires. Il y a toute la dimension de l'entrepreneuriat en milieu rural et la création des sociétés coopératives et de petites et moyennes entreprises, aussi bien en milieu rural, et la facilitation aux services financiers dont les crédits sont en avant, mais aussi à côté des crédits, on peut dire tout ce qu'il y a comme assurance agricole. Un autre point, c'est l'amélioration de la productivité des paysans. On parle des dotations des intrants, des semences, des outils, d'équipements et autres équipements agricoles. Et la création et la mise en place des coopératives de producteurs et des corps de métiers avec un accent sur l'inclusion des femmes et des jeunes, mais aussi un important volet de recherche, la recherche de solutions innovantes pour déboucher sur la création d'entreprises, de start-up. Ici, c'est surtout pour les questions d'accès au financement. Tia, s'il vous plaît. Alors, pour son opérationnalisation, l'agenda de transformation agricole, ça sera en 3 phases. Et qui va de 2022 à 2028. Et au niveau national, on a subdivisé les territoires d'intervention en 4 sous-groupes, sur base des ressources financières qui sont disponibles. Et voilà, nous avons juste un petit tableau là. Ce n'est pas assez clair, mais ça représente un peu qu'est-ce que, du moins, la chronologie des interventions pour les différents groupes. Donc, le premier, donc pour les 2 années ici, on cible principalement 50 territoires. Et je crois pour le tableau, du moins la carte qui est sous nos yeux, pour ceux qui peuvent le voir, c'est le premier tiers. Dia, s'il vous plaît. Donc, comme je le disais, on a démarré en février 2022, donc c'est encore récent. Et la première phase, c'est jusqu'à décembre 2022. Et pour cette période, donc, on va chercher à cibler les territoires qui sont classés comme groupe 1 et groupe 2, mais essentiellement les actions qu'on a démarrées, c'est pour le premier groupe. Et la particularité, c'est de s'appuyer sur des projets en cours, et qui sont soit déjà en train d'être mis en œuvre, ou bien pour des projets pour lesquels les financements ont déjà été acquis et disponibles. Donc, il sera exécuté dans 50 territoires et on travaillera sur le maïs, le manioc, le riz, le soya, le haricot, l'huile de palme, avec pour conséquence les développements des chaînes de valeur, notamment sur la pisciculture, l'aviculture. L'idée, c'est de voir un peu comment les sous-produits de ces quelques cultures ici peuvent aider à développer les autres chaînes de valeur, notamment des spéculations piscicoles, avicoles. Voilà. Et Dia, s'il vous plaît. Donc, en fait, il y a un plan de mise en œuvre qui a été développé, et pour cette première phase, les résultats des interventions donc, seront mesurés à travers les 3 indicateurs que nous avons sous nos yeux. C'est notamment le taux de croissance et la quantité de production alimentaire nationale, les taux de réduction de la facture d'importation alimentaire au niveau national, parce que pour le cas de la RDC,
nous dépensons autour de 2 milliards et 2 milliards par an en importation de produits de première nécessité, pendant qu'il y avait lieu pour ce qu'on ne peut pas, pour des productions qu'on peut développer au niveau national, de faire assez qu'on puisse travailler sur la facture des importations et réinvestir dans la création, dans les secteurs agricoles pour voir un peu comment on peut baisser les taux de chômage. Parce que, indicativement parlant, les études ont prouvé chez nous que pour des investissements d'ordre de 10% dans les secteurs agricoles permettait de générer une croissance et la réduction de la pauvreté de 6% au niveau de la population. Voilà un peu le postulat de base. Lydia, s'il vous plaît. Voilà, ici, c'est quelques indicateurs, quelques chiffres que nous avions. Donc, ça, c'est estimé donc, pour l'année 2021, l'année passée, quand on réfléchissait sur la mise en place de cet agenda, nous avions la production de façon générale, toutes les spéculations confondues. Voilà les chiffres que nous avons là-bas. 465 000 millions, donc 465 813 millions de tonnes de toutes les spéculations. Et on veut quitter de ces chiffres-là pour arriver à peu près à 3 700 000 millions de tonnes de production qu'on devrait avoir. Et puis, en termes de valeur monétaire, on devrait, je dirais, peut-être multiplier par 8 ou par 9, je crois. Donc, quitter l'état actuel d'à peu près de 183 millions de dollars que génère le secteur pour qu'en fin 2023, nous puissions être au-delà d'1 milliard, 1,5 milliard. Voilà. Et en termes de nombre d'emplois qu'on souhaite créer, des emplois directs, c'est autour d'1 million. Voilà. Donc, la rentabilité des investissements que nous sommes en train de projeter, c'est autour de 6,5. Dia, s'il vous plaît. Voilà, pour ceux qui peuvent le voir, donc ça, sont les indicateurs par culture. Hein. Donc, voilà, pour la première culture, nous avons les riz, par exemple. Nous voulons quitter d'un rendement de 0,8 tonnes par hectare à peu près 5 tonnes par hectare et faire à ce que la filière puisse employer directement un peu plus de 200 000 personnes. Donc, en termes de valeur, nous voulons quitter 29 millions de dollars par année, tel qu'actuellement, à 320 millions par année en fin de cycle, du moins en fin de la première phase. L'année de même pour le manioc. Donc, les chiffres sont sous nos yeux. Donc, on veut quitter de la valeur actuelle de 29 millions de dollars que cette culture génère par an pour qu'on puisse aller à 210 millions par an. Et voilà, donc en termes de rendement, on veut quitter les 8 tonnes que nous avons, la moyenne nationale de 8 tonnes par hectare pour qu'on atteigne les 25 tonnes par hectare. Le maïs, mêmement, donc nous voulons assez qu'en 2023, cette filière-là puisse générer des ressources estimées autour de 210 millions de dollars et à peu près à 180 000 emplois directs qui seront créés. Pour le haricot, nous voulons atteindre en 2023 254 millions de dollars qui pourraient générer la filière et autour de 125 000 emplois directs. Et pour le soya, c'est à peu près le même chiffre. Bien, s'il vous plaît. Alors, à ce jour ici, on ne peut vraiment pas parler des résultats. Comme je l'ai signalé, c'est que c'est depuis février 2022 que le processus a été lancé et il est en train d'être mis en marche, en mouvement. Il y a toutes les questions des marchés qui doivent être passées, les contrats qui doivent être signés entre les différents prestataires. Parce que je dois dire ici que nous sommes en train de travailler essentiellement avec l'appui de l'ITA, puisque c'est quand même la culture du manioc qui est mise en avant. Donc voilà. On ne peut pas parler vraiment des résultats, mais quand même, on peut noter qu'il y a des usines qui sont en train d'être montées ici à Kinshasa. Là, c'est surtout pour la production de la farine de manioc panifiable, comme on l'a dit.
On est en train de faire la même chose au Sud Kivu. Ça, c'est pour la production toujours de la farine de manioc panifiable. Mais à côté du manioc, c'est le maïs qu'on souhaite transformer. Des usines sont en train. Donc, je crois, si j'ai bonne mémoire, le dernier rapport dit qu'on devrait normalement le mettre en service au mois de septembre ici pour le Sud Kivu et pour Kinshasa. Dia, s'il vous plaît. Alors, pourquoi ceci est une bonne pratique et pourquoi ça diffère de ce qui a été? Donc, pour nous, c'est une bonne pratique dans la mesure où c'est toute la vision de l'agriculture qu'on est en train de changer. Donc, on veut faire de l'agriculture un véritable vecteur de la croissance économique et de création des richesses d'un côté, mais aussi faire assez que nous puissions, par cette agriculture, répondre à nos besoins alimentaires et nutritionnels. À côté de ça, il y a toute la dimension de l'agro-industrie qu'on est en train de mettre un peu en avant pour voir un peu comment est-ce que nous adressons nos problèmes de développement des chaînes de valeur. Voilà. Il y a aussi le renforcement des systèmes agricoles dans son ensemble qui permet quand même une réponse systémique au choc extérieur tel qu'engendré par la crise alimentaire. Ici, on peut, juste là, qu'est-ce que nous voulons passer comme message ici? C'est que, comme je le dis, quand on lançait l'agenda de transformation agricole, c'était en février 2022, et au niveau international, il y avait ces conflits, donc cette guerre en Ukraine qui éclatait. Et ça nous a obligés quand même de repenser encore un peu plus pour voir un peu comment est-ce que nous intégrons dans cet agenda de transformation agricole les conséquences de cette guerre-là. Donc, voilà pourquoi on dit que c'est quand même, ça permet le renforcement des systèmes au niveau national. Dia, s'il vous plaît. Alors, que ferions-nous différemment? Je crois qu'il y a peut-être, on l'a déjà dit d'une façon ou d'une autre, ce qu'on a constaté ici, c'est que par rapport aux 20 dernières années, c'est vrai qu'on disait toujours agriculture, priorité des priorités. Chaque président que nous avions eu durant cette période-là, l'agriculture était classée parmi les priorités dans les discours. Mais cette fois-ci, c'est le chef de l'État lui-même qui prend les devants. Donc, ça fait assez que il y a quand même des actions concrètes qui tendent à faire que cette agriculture-là que nous voulons soit une priorité. Voilà. Il y a même une phrase ici chez nous, à chaque fois, c'est la revanche du sol sur le sous-sol. La RDC a toujours été connue comme un pays où il y a d'énormes ressources minières, ce qui est aussi vrai. Mais on a aussi constaté que la richesse générée par le secteur minier n'est pas correctement distribuée au niveau national. Alors, le seul secteur qui permet cette redistribution des richesses, c'est l'agriculture. Et pour cette fois-ci, on sent que c'est vraiment porté au plus haut niveau de l'État. Et ça fait que nous voyons des actions concrètes. À côté de ça, avec cette mobilisation plus au niveau de l'État, nous sommes en train d'assister. Ça a toujours été le cas, mais cette fois-ci, il y a quand même une certaine insistance. C'est que nous avons quand même beaucoup de partenaires techniques et financiers qui soutiennent cette vision et apportent leur appui pour la matérialisation avec un engagement fort du ministère de l'Agriculture pour traduire toute cette division-là en action concrète sur le terrain. Alors, il y a aussi une autre c'est que pour cette fois-là, on travaille de façon, je dirais, poussée sur la réduction de notre facture à l'importation des biens de première nécessité. Je l'avais déjà dit. Nous avons à peu près 2 milliards que nous dépensons, 2 milliards de dollars que nous dépensons par an pour l'importation des produits de première nécessité. Et on pense que si on peut sauver, du moins diminuer cette facture à l'importation, les ressources qui seront ainsi générées à l'interne pourraient être réinvesties dans les secteurs agricoles pour plus d'impact à l'avenir. Et il y a toute cette question de l'agro-industrie qui est finalement mise sur la table maintenant, puisque
Depuis 2013-2014, le pays s'était doté d'une stratégie de relance de l'agro-industrie, mais qui était restée lettre morte. Et aujourd'hui, c'est quand même parmi les questions qui sont mises sur la table pour voir un peu comment on peut adresser non seulement le problème de disponibilité alimentaire, mais aussi nutritionnelle d'un côté, et le renforcement des moyens d'existence des populations pour que ceux-ci puissent avoir accès à une alimentation de qualité. Donc, voilà. Dia, s'il vous plaît. Voilà, je crois que c'était tout. Merci pour votre aimable attention. Donc, je voudrais dire que nous avons préparé cette présentation avec M. Jacques et on devait peut-être se relayer dans les questions et les réponses qui seront posées. Merci. Merci, Mike. Merci. Par rapport à la RDC, je pense qu'il y aura des questions qu'on posera à la fois au Mali et à la RDC, mais avant d'ouvrir les débats, je voudrais dire d'abord que, Mike, nous voyons en effet clairement un peu le changement. C'est des politiques qu'on présente, mais des politiques qui s'inscrivent à la fois pour le Mali et pour la RDC. Au moment où on traverse la crise, il y a des instruments politiques qui sont mis en place. Et on aurait pu penser qu'en faveur de cette crise, ces politiques sont mises en place et tiennent compte de ce qui se passe aujourd'hui. Mais ça amène à poser quelques questions par rapport au Mali. Au Mali, en effet, on ne perçoit pas très bien, Djibril, ce qui a été mis en place dans le cadre de la crise. Parce que ce que nous avons voulu dans ce webinaire, c'était vraiment, OK, nous traversons une crise, mais qu'est-ce qu'on a fait différemment pour sauver cette situation, pour éviter le pire? On ne l'a pas tellement bien perçu. C'est vrai qu'il y a tous ces outils qui ont été mis en place, ces cas de redevabilité que le Mali a pu prendre en compte pour améliorer la nutrition, en mettant aussi le plaidoyer au devant, et ces outils qui ont été mis en place, je peux l'interpréter comme étant aussi très positif, voilà, dans le cas de la crise. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que Djibril voudrait bien rajouter pour qu'on perçoive bien cette bonne pratique à mon niveau? Sinon, je vais ouvrir les débats. À vous, Djibril. Patricia, pour cette opportunité. Parce qu'en fait, ces outils nous permettent de gérer trois choses à la fois: l'urgence, la résilience et le développement. Parce qu'il y a une partie knowledge management très forte. Parce que quand tu regardes comment on n'a pas pu décliner tout, c'est un outil qui tient compte du revue trimestriel des entités déconcentrées. Ça veut dire que le PDSP est traduit en plan annuel, qui est traduit par tranche trimestrielle, qu'on doit voir chaque trimestre en fonction des indicateurs de performance, autant des services techniques que de fait. Du coup, il y a à peu près 44 indicateurs, y compris les indicateurs financiers, qui permettent de voir la responsabilité de tout le monde. Mais ça permet aussi de prévoir les crises. Par exemple, je vous donne un seul exemple, ça permet de prévoir les inondations, les chocs climatiques, et ainsi de suite. Et même, on n'a pas voulu les mettre, mais quand même dans le cas des ODD, parce que ça a inspiré aussi notre CRED, on veut voir maintenant des risques, des conflits meurtriers par rapport à tout ceci qui fera que cet outil va rentrer carrément avec les CRED, parce que les CRED on a eu un atelier à Ségou où ils se sont inspirés de notre pratique pour suivre les 17 ODD avec les indicateurs traceurs depuis au niveau collectivité. Ça, c'est le premier point que je n'ai pas dit de manière... Le deuxième élément, ça permet aussi de voir que dans la plupart des cas, il y a des ressources qui sont sous-exploitées dans nos collectivités, parce que jusqu'à présent, on a appris nos collectivités à avoir la main tendue, alors qu'aujourd'hui, les possibilités, comme celui qui vient de finir, la présidente nous a dit, le Mali est considéré pendant plus de 60 ans avoir des grandes potentialités agro-agricoles. Mais jusqu'à présent, ça reste à l'étude d'opportunités. Et je peux dire aussi, chaque commune du Mali a autant de possibilités qui sont des potentialités aussi. Pourquoi ne pas essayer d'aller aujourd'hui avec les jeunes de ces gens-là, questionner pour qu'ils puissent développer, ce qui veut dire que c'est la partie résilience. Mais ce sera le développement, parce que nous avons pensé qu'au bout de toute cette affaire, il faut qu'on crée de l'emploi. Et c'est ça qui est un des éléments porteurs de cet exercice, qui est aujourd'hui aussi, au lieu que ce soit du niveau central seulement, nous souhaitons que la transformation agricole soit une réalité au niveau
des communes. C'est ces 3 éléments que je mets à votre disposition. On est là pour répondre. Mais quand même, l'outil même en tant que tel, si vous le souhaitez, je peux partager les tableaux de bord avec ces 44 indicateurs et vous verrez que rassé trimestriellement, ça passe du vert au jaune rouge pour que les gens puissent voir de manière factuelle tous les indicateurs. Mais c'est aussi important parce que c'est adaptable à des trucs, à des situations particulières où on peut ajouter d'autres indicateurs traceurs en partenariat avec les collectivités. Voilà ce que j'ai à dire. Merci. Merci, Djibril. Je pense que je vais ouvrir le micro aux autres pays pour mieux commenter. À la fin, je reviendrai sur la présentation de Mike et de Djibril parce que je pense que c'était une bonne présentation. Je le dirai pourquoi. C'est vrai, peut-être que si on ne perçoit pas tout de suite l'action, mais il y a quelque chose de positif qui a été mis en place. Mais je ne voudrais pas trop commenter leur présentation et laisser la parole aux autres pays, de pouvoir, s'il y a des questions de clarification auprès des présentateurs, des deux, et aussi, ce serait l'occasion, quand vous prenez la parole, de pouvoir aussi regarder des questions qui ont été posées pour mieux formuler ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est-à-dire quelle est la bonne pratique dans votre pays. C'est vrai que les présentations de vos pays n'ont pas pu être retenues, mais je sais que vous avez aussi beaucoup à nous dire. Alors, je ne sais pas s'il y a des mains levées. Sonia ou Eve, vous allez m'aider? Merci, Dr Patricia. Il y a eu plusieurs questions qui ont été posées dans la boîte de chat. On pourrait peut-être commencer par celle-là. D'accord. D'accord. Alors, il y avait une question de Madame Aminata, je pense, pour la RDC, à savoir comment les agriculteurs ont appréhendé le changement d'approche de développement vers une approche d'entreprise adoptée par le gouvernement. Et ensuite, une seconde question qui était liée au choix des variétés. Est-ce que les variétés nutritives ont été promues? Donc ça, c'est une première question qui avait été posée. Je ne sais pas si Monsieur Mike préfère y répondre tout de suite ou si on pose plusieurs cycles de questions. Patricia, qu'est-ce que tu préfères? Il peut répondre déjà. Peut-être que ça va éviter si les autres trouvent une réponse dans ce que va dire maintenant. Dans ce que va dire maintenant Mike. Peut-être, Patricia. Oui, allez-y, Sonia. Merci beaucoup. Si je peux, parce que désolée pour le son. Sonia, je ne t'entends pas. Oui, désolée pour le son. En fait, je trouve la question d'Aminata aussi très intéressante et je me posais une question assez similaire, c'est-à-dire dans le choix en fait, des cultures de la part de la RDC. Est-ce que effectivement l'aspect en fait valeur nutritionnelle et nutritive a été prise en compte, mais aussi comment est-ce que ça a été mis en balance, en perspective avec d'autres facteurs comme le rendement, la production, mais aussi les habitudes alimentaires des populations et aussi en fait tout ce qui est considération environnementale. Donc, quelle a été la méthodologie un petit peu en fait, pour décider la part qui était donnée aux différentes productions par finalement par variété en fait, dans une approche un petit peu, une compréhension systémique et juste aussi vraiment de ma part, juste féliciter bien sûr les deux présentateurs de manière globale et aussi j'ai beaucoup apprécié en fait le choix des indicateurs retenus par la RDC qui me semble être très très clair et aller exactement en droite ligne avec le genre d'indicateur à suivre. Notamment aussi, j'apprécie vraiment cet indicateur lié finalement à l'embauche aussi de la population et si il pouvait y avoir un élément désagrégé par rapport à l'emploi des femmes et des jeunes, je trouverais ça aussi extrêmement intéressant. Merci beaucoup. OK. Donc, oui. Mike va... Oui? Allô? Oui, Mike. Oui, en fait, merci. Je réponds directement. Je ne suis peut-être pas sûr d'avoir tout capté. En fait, ça, c'est une présentation. Donc, c'est une présentation. Vous comprendrez avec moi qu'on ne peut pas tout mettre dedans. Mais si je dois peut-être rentrer à la préoccupation pour voir un peu comment est-ce qui est fait, ce qui est fait en ligne directe avec la crise actuelle qu'on observe au niveau national, mondial avec tout ce qu'il y a comme conflit en Ukraine et des choses comme ça là.
je crois, ces webinaires ici, nous le mettons en lien avec ce qui a été fait la fois passée. Et nous avions dit que déjà au niveau institutionnel, au niveau de politique, il y a certaines choses qu'on avait quand même pu adopter au niveau national. Alors, comme je peux peut-être juste te rappeler, c'est que nous avions mis en place au sein du ministère de l'Agriculture un office national des céréales qui avait entre autres pour mission de booster la production des céréales au niveau national et adresser les besoins ou les carences qui seraient, du moins les conséquences, qui seraient liées aux conséquences de la guerre qui s'est faite en Ukraine. Voilà, ça, c'est que ça a été fait. À côté de ça, nous travaillons sur de variétés biofortifiées, puisque, comme je l'ai dit, je crois avoir dit, nous avions adopté une politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et dans cette politique, en plus de mettre en avant les questions liées au développement, au moins des populations, il y a un focus qui avait été mis sur les variétés biofortifiées. Les variétés biofortifiées. C'est le cas pour le maïs, comme nous l'avions dit. C'est le cas pour le haricot. C'est le cas pour le soya. Et comme j'ai dit, nous travaillons avec ITA, c'est vrai. Et pour le manioc, c'est essentiellement des variétés enrichies, souvent en zinc ou quelque chose comme ça. Zinc, je crois, essentiellement pour le manioc. Et le haricot, c'est enrichi en fait. Ce sont ces variétés-là que l'agenda de transformation agricole met en avant. Parce que nous l'avions dit, non seulement c'est pour adresser nos besoins alimentaires, n'est-ce pas, mais c'est aussi la qualité de ce que nous consommons. Parce qu'il y a des études qui ont montré ici chez nous que nous sommes autosuffisants dans certains produits de grande consommation, mais c'était la qualité nutritionnelle qui posait problème. Dans l'agenda de transformation agricole, nous avions noté ça. Donc, c'est quand même parmi les aspects sur lesquels on insiste. On travaille avec des variétés biofortifiées. Alors, la perception des ménages, parce que ce qu'on n'a peut-être pas dit ici, c'est que toutes ces stratégies-là reposent sur le ménage agricole comme moyen de production. C'est ces ménages-là qu'on encadre, c'est ces ménages-là qu'on veut que ce soit une entreprise agricole parce qu'on veut changer la façon de faire. On veut juste quitter l'agriculture de subsistance vers l'agriculture commerciale, comme je l'avais dit. Et on travaille avec le ménage. Souvent, les approches qui sont les plus mises en avant, c'est de les organiser, de les regrouper de façon à ce qu'ils puissent produire en régie et qu'ils soient directement liés à des industries ou des usines de transformation qui leur servent de débouché. Voilà un peu ce qui est mis en avant. Et c'est en droite ligne avec ce que nous sommes en train de faire au niveau national ici, c'est le plan d'action de l'agriculture familiale, pour voir un peu comment est-ce que tout ce que nous sommes en train de faire, comment est-ce que le ménage agricole, qui est l'unité de production au niveau national, puisse en être bénéficiaire. Donc, voilà. Pour la question de Sonia, je ne suis pas très bien sûr d'avoir compris sa première préoccupation. Mais par rapport à l'emploi... Si je peux reformuler du coup. En fait, l'idée, c'est que je trouve extrêmement intéressant d'avoir votre plan de production par variété, mais l'idée, c'était d'avoir un petit peu plus d'informations quant à la méthodologie de détermination en fait, de ces taux espérés par rapport à un petit peu la pondération de différents critères et paramètres, à savoir non seulement la valeur nutritionnelle et nutritive des aliments, mais aussi le rendement en termes de production, également les pratiques alimentaires des ménages, de savoir un petit peu sur la base d'enquête plus ou moins quelles sont ces pratiques actuelles, est-ce que les familles seraient, comment elles seraient prêtes à changer leurs pratiques aux besoins, au cas échéant, et également les considérations environnementales en fait. Si vous aviez vraiment un modèle en fait de détermination de ces productions par variété sur la base de ces éléments un petit peu pluricritères en fait, multicritères. Merci. Ok, en fait, ce que je peux dire à ce stade ici, c'est que ces chiffres-là, en termes de rendement, en termes de valeur nutritionnelle, nous avions travaillé avec la recherche pour pouvoir prouver ces évidences-là.
en termes de valeurs nutritionnelles, en termes de valeurs agronomiques, rendement, choses comme ça. Nous avons tout un catalogue de variétés au niveau national et tous les calculs ont été faits sur base des indications qui sont renseignées dans ce catalogue-là. Alors, pour les considérations d'ordre environnemental, il y a une loi qui dit que toute action, tout projet, aussi bien dans le secteur agricole ou d'autres là, on doit toujours prendre en compte les considérations d'ordre environnemental et social. Et nous travaillons, donc dans la mise en œuvre de ces agendas-là, nous travaillons avec l'Agence congolaise de l'environnement pour relever ce genre de questions. Voilà, c'est ce que je peux peut-être dire à cette étape. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais voilà ce que je peux dire. Allô? Oui, merci beaucoup, Monsieur Mike. Oui, voilà, merci, Patricia. Il y a Monsieur Jacques, Monsieur Jacques avec qui nous avons préparé, qui souhaite peut-être me compléter en quelque chose. Voilà. Oui, je peux y aller? Oui, s'il vous plaît, vous pouvez aller, Monsieur Jacques. Oui, j'aimerais compléter Mike, puisque à un moment, on a demandé s'il y a eu des concertations avec la partie nutrition. J'aimerais vous dire que c'est la préparation de ces documents a été fait collégialement ensemble avec les membres de notre coordination nationale multisectorielle de nutrition, ça c'est un. Et de deux, n'oublions pas que nous sommes en train d'accélérer. Monsieur Jacques, pardonnez-moi, on vous entend très très mal. Il y a un écho parce que vous avez deux profils connectés. Est-ce que vous pourriez déconnecter certainement avec le téléphone, je pense, parce qu'on n'entend pas le contenu de votre message. Merci beaucoup. Voilà, je crois que j'ai déconnecté. Voilà, c'est bon maintenant? Oui, vous pouvez y aller. Oui. On a fait ce travail en concertation avec nos collègues, les points focaux des différents ministères sensibles à la nutrition. Et la base de tout ça, c'est le document national de politique nationale de politique de sécurité alimentaire pour la RDC, n'est-ce pas? Et nous sommes en train de mettre le comité intersectoriel multisectoriel de nutrition dans les provinces. Jusqu'à ce jour, n'est-ce pas, nous avons 26 provinces. Et à ce jour, nous avons déjà installé dans 14 provinces. Et je crois le mois prochain, on ira dans 2 autres provinces pour installer le comité. Et quand on y va, on présente tout ce que Mike vient de présenter et on fait le lien avec la multisectorialité. Donc, c'est un travail collégial et je crois que ceux qui sont en train de nous suivre ici chez nous, puisqu'on aura la réunion multisectorielle dans 2 semaines, on va encore en parler, n'est-ce pas? Donc, il n'y a rien qui échappe à nos collègues. Nous sommes vraiment dans la multisectorialité, agriculture, nutrition, santé, etc. Donc, c'est l'élément que je voulais apporter en rapport avec la question de Sonia. Si on a préparé la présentation avec les collègues qui sont spécialisés en nutrition. Voilà, merci beaucoup. Merci, Mike. Ève, pour la suite des questions. Oui, merci, Patricia. Oui, Dr. Djibril, vous vouliez intervenir? Bon, comme on m'a posé la question concernant comment les agriculteurs tirent parti de ce dispositif en termes de sécurité sociale, je dirais que c'est un des maillons parce qu'il y a des indicateurs traceurs pour ça. Parce que comme vous savez, les compétences de la protection sociale sont transférées aux collectivités territoriales par un décret. Je peux vous partager le décret. De ce fait, en ce sens, aujourd'hui, avec les régimes sociaux unifiés, les pauvres et les plus vulnérables, parce que le régime prend en compte les contributifs et les non contributifs, les pauvres sont catégorisés maintenant par commune.
Et de ce fait, maintenant, la commune, et que même hier, on était en train de discuter avec, avant-hier avec mon ministre, comment nous pouvons faire un programme de ce genre qui peut permettre de rompre le cycle transgénérationnel de la pauvreté avec aujourd'hui le renforcement des systèmes alimentaires au niveau de ces communes qui, pour nous, est une grande opportunité. Une fois que ces entités seront identifiées, ils auront des certificats d'indigents, ils seront assistés, mais le but est qu'eux-mêmes ils rentrent dans la production pour arrêter ce système d'éternelle assistance. Et dans on est en train de préparer un projet avec, parce qu'on a la chance cette fois-ci qu'on est dans le même département, la santé, la nutrition et bien sûr la protection sociale avec toute la politique. Nous pensons travailler en intersectoriel pour que nous puissions faire sortir. On est déjà en train de le concevoir pour que nous puissions sortir de ce élément avec quelque chose qui peut nous permettre de faire de telle sorte que de cette pauvreté, on puisse sortir avec des gens qui sont sécurisés en matière d'emploi, sécurisés en matière de santé et sécurisés en matière d'alimentation et de nutrition. Voici notre compréhension. Merci. Merci beaucoup, Dr Djibril. Patricia, si tu me le permets, je vais poser une question qui avait été adressée à Mike par Monsieur Sédou. Je pense que c'est une question qui s'adresse à nous tous et qui donc va ouvrir un peu les discussions également, mais il s'interrogeait sur le fait qu'avec les fragilités et les dysfonctionnements de nos systèmes alimentaires, est-ce que l'enjeu n'est-il pas d'abord de mieux produire, de mieux répartir et d'utiliser la production agricole pour rompre avec cette vision productiviste et de court terme néfaste aux agricultures familiales, à la souveraineté alimentaire et à l'environnement. Donc voilà, c'est une question vraiment qui, je pense, à laquelle je pense qu'on a tous une réponse à apporter. Mike, est-ce que vous auriez déjà des premiers éclaircissements à nous partager de votre point de vue sur cette interrogation plus générale? Merci. Allô? Oui, Mike. Oui, donc si je comprends très bien, donc n'est-il pas mieux d'abord de mieux produire, mieux répartir et utiliser la production? Voilà. En fait, si le problème que nous avons en RDC, c'est que d'abord, nous sommes déficitaires hein, en termes de production agricole. Je crois que je l'ai dit, le secteur agricole enregistre des faibles performances. Donc, pour la plupart des cultures que nous avons citées, qui sont des cultures de grande consommation, nous sommes vraiment déficitaires. Je prends un exemple pour l'année passée seulement en termes de céréales. Nous enregistrons un déficit, je crois, autour de 9 millions de tonnes sur l'ensemble du pays, je crois, et c'est une des questions que l'agenda transformation agricole vient adresser. Comment est-ce que nous nous assurons de façon à ce que, comment est-ce que nous assurons une autosuffisance sur ces dimensions-là? Donc, comment est-ce que toutes les cultures de grande consommation et là où on peut le produire, nous adressons nos besoins? Ça, c'est un. Et puis, pour tout ce qui concerne la redistribution de choses comme ça, là, nous avions dit dans notre présentation que les infrastructures, hein, l'interconnexion entre les provinces, ça posait problème. Et comme l'agenda de transformation agricole rentre dans le programme du chef de l'État, il y a d'autres composantes de ces programmes du chef de l'État-là qui adressent les questions d'ordre des infrastructures, hein, la communication entre les provinces pour faciliter l'évacuation de produits alimentaires d'un point à un autre. Bon, vision productiviste, je ne suis pas très sûr d'avoir très bien compris et je crois néfaste aux agriculteurs familiaux. Bon, je ne sais pas très bien si j'ai saisi la préoccupation de M. Seydou, je crois que c'est un monsieur. Mais j'ai dit ici que l'agenda de transformation agricole fonde, donc un des noyaux sur lesquels nous travaillons, ce sont les ménages agricoles. Parce que toute la stratégie ici au niveau national, c'est que nous recouvrons nos besoins en termes d'alimentation, en termes de nos usines de transformation, agro-industrie, des choses comme ça là. Nous passons par le ménage agricole. Une priorité est accordée à ces ménages agricoles-là pour qu'eux
puissent être les bénéficiaires. Parce que, je crois l'avoir dit, les secteurs miniers ici chez nous n'a pas répondu à tout ce qui concerne la redistribution des richesses au niveau national et que c'est le secteur agricole qui a été mis en place, dont les études ont prouvé qu'ils pouvaient mieux adresser les questions de redistribution donc, en termes pour que ces agricultures familiales-là puissent se retrouver dans tout ce qui est fait au niveau national. Et ça concerne le renforcement de leurs économies, ça concerne le renforcement de leurs moyens d'existence pour qu'ils puissent être capables de répondre à leurs besoins. Voilà un peu ce que je peux dire ici à cette étape ici, selon ce que je crois avoir compris de la préoccupation de notre co-débatteur. Merci. Bonjour, Oui, Dr Djibril. En complément de ce que mon président vient de dire, tout le monde a sa place. Je dis bien tout le monde a. Le focus, c'est qu'on doit protéger les petites entreprises familiales agricoles, mais il faut qu'on ait aussi souci de tous ces systèmes alimentaires qui fera que ce n'est pas la production seule qui va suffire. Il va falloir qu'on ait des systèmes de stockage, de transport et de commercialisation, comme il vient de dire, comment nous allons faire de telle sorte que ces systèmes de stockage puissent être... Parce que les postes agricoles peuvent aller jusqu'à 35%, alors que des systèmes de transport, de commercialisation. Et aujourd'hui, il faut qu'en plus du fait qu'aujourd'hui, on a des petites entreprises familiales, il faut aussi qu'on ait des petits opérateurs qui vont s'occuper du stockage, du transport, de la commercialisation, qu'on ait aussi des opérateurs qui vont s'occuper de la transformation et aussi qu'on ait des autres qui vont s'occuper de la production et de la distribution, qui est un réseau. Mais tout ceci sera mis dans un environnement positif pour le système alimentaire. Et nous devons aujourd'hui, parce qu'on n'est pas seul sur le marché, on est en concurrence déloyale. Les grandes entreprises agroalimentaires qui sont subventionnées viennent en force avec des produits hyper transformés et de ce fait, l'autre facette de la malnutrition avec le surpoids. Aujourd'hui, à Bamako, c'est à peu près une femme sur deux qui est en surpoids. À peu près au Mali, ça fait 28%. De fait, quand on prend des pays autres qui sont plus que nous, ça fait déjà des problèmes. Ça veut dire qu'il y a lieu de travailler sur pas mal de leviers pour que nous puissions penser système. Ce n'est pas seulement la production seulement, parce que les gens voient la production. Je vous donne un seul exemple. Aujourd'hui, malgré la crise, tous les marchés maliens sont approvisionnés, mais les gens n'ont pas l'argent pour payer. L'étude Field Nutrition Gap nous a renseigné que 14% des Maliens n'ont pas le pouvoir d'achat de s'offrir une alimentation énergétique. Je dis bien énergétique. Mais plus de 51% des Maliens n'ont pas le pouvoir de s'offrir une alimentation nutritive, alors qu'il ne coûte que 1500, à peu près 2000 francs, avec l'effet Covid et l'effet... Vous voyez, le niveau de pauvreté est tel qu'il faut qu'on comptons créer de la richesse à tous les maillons pour que cette richesse puisse entraîner l'économie en fuite. Les grosses entreprises aussi ont leur place parce que toute cette chaîne de valeur va entraîner dans la transformation avec la fortification. Ils ont leur place parce qu'ils peuvent faire beaucoup pour que les carences en micronutriments puissent aller. Parce qu'un des grands défis pour le Mali, c'est comment inverser l'anémie parce qu'il est en train de toujours planer. 8 enfants sur 10, 6 enfants sur femmes, plus de 10 ans jeunes. Voici des questions stratégiques qu'on doit questionner et que nous pensons au système pour que nous puissions tirer profit de toute cette transformation que nous souhaitons de vivre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Djibril. Il y a une dernière question que nous voyons là dans la boîte de chat qui s'adresse à la RDC. Monsieur Mike, si vous la voyez, donc on vous demande qu'est-ce qui est prévu en termes d'implication des femmes, à savoir la dimension empowerment des femmes et des filles, création d'emplois et amélioration du statut nutritionnel des plus vulnérables. À vous, merci. Merci. Ce que je peux dire ici, c'est que la femme, de façon générale, dans l'agenda de transformation, elle a une place de choix, puisque chez nous, le métier agricole, surtout la production primaire, là, c'est avec les femmes que ça s'est fait.
Et un des axes d'intervention, c'est de voir un peu comment on renforce ces capacités de ces femmes-là, comment est-ce qu'on s'assure qu'elles ont accès aux outils et facteurs de production, n'est-ce pas? Et dans la dimension nutritionnelle, donc il y a aussi tout un paquet d'accompagnement, tout un paquet de, je ne sais pas moi, de sensibilisation, toujours adressé aux femmes et aux jeunes filles, puisque au niveau du pays, nous pensons qu'elles ont un grand rôle à jouer pour adresser les statuts nutritionnels des personnes vulnérables qui sont souvent ici chez nous, sont les femmes toujours et les enfants qui sont gardés par ces mêmes femmes. Il y a quand même un volet, je crois, si je me rappelle très bien dans les chiffres que je vois dans les documents programmatiques, on cherche à atteindre, donc dans le bénéficiaire, donc le nombre d'emplois qu'il faudrait créer direct dans le cadre de l'agenda, les chiffres indiquent autour de 60% des femmes à toucher, si je me rappelle très bien des indicateurs qui concernent un peu la participation, des choses comme ça là, des femmes. Donc voilà, c'est pour dire qu'elles n'ont pas été mises de côté. Et, voilà, et il y a tout un paquet d'activités qui leur sont adressées. Voilà, merci. Alors, il semblerait qu'on ait répondu à la plupart des questions. Il y avait une question également dans la boîte de questions-réponses, mais je pense que vous y avez répondu partiellement, peut-être juste très rapidement pour toucher là-dessus. Un de nos collègues demande si vous avez pris en compte, Monsieur Mike et les collègues de la RDC, dans votre agenda de transformation agricole, les aléas climatiques en ce qui concerne l'établissement des objectifs fixés. Je pense que vous aviez parlé tout à l'heure du fait que vous avez travaillé vraiment dans une approche multisectorielle et en vous basant sur la recherche pour fixer ces résultats, mais la parole est à vous pour clarifier si les aléas climatiques ont été pris en compte dans vos projections. Merci. Effectivement, ça a été pris en compte parce que ce que je veux dire dans ces documents-là, on a développé deux thèmes principaux. Il y a deux thèmes qui ont été développés qui adressent non seulement les questions de nutrition, mais aussi les questions de climat, changement climatique, des choses comme ça. Là, c'est l'agriculture intelligente pour la nutrition et l'agriculture intelligente pour le climat. Ce sont des concepts qui ont été développés depuis la préparation de cet agenda. Et comme nous sommes dans la mise en œuvre, que ce soit les variétés qui ont été préparées et même les infrastructures pour accompagner la production, ça intègre la dimension faire face au changement ou aux chocs climatiques qui peuvent surgir durant la période des plantations. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Mike. Oui? Si je peux ajouter quand même à ce que Marc vient de dire, c'est des dimensions très, très importantes que nous souhaitons tirer parti, surtout avec le fonds climat. Comment nous pouvons tirer de l'expérience de ce fonds climat pour vraiment engager cette transformation dans le pays, c'est important. Mais ce n'est à poser une question, est-ce qu'il y a des regards similaires pour les jeunes et en termes d'emploi créés? Je pense que c'est l'un des éléments les plus importants et qu'aujourd'hui, de plus en plus, il faut que le SON fasse ses plaidoyers qu'un dollar investi en matière de nutrition a comme retour d'investissement 16 $. Il n'y a pas des interventions pareilles. Et je peux vous dire que c'est là où on doit vraiment penser beaucoup à la femme. Parce qu'elles sont présentes dans toutes les mailles de la chaîne de valeur de la transformation des chaînes des gouvernements à forte valeur nutritive, surtout je prends les fruits et légumes dans mon pays, mais n'ont pas l'argent pour payer ces fruits et légumes, même pour leurs enfants. Voici des questions pratiques qu'on doit poser, qu'on doit tirer parti, parce que la femme n'est pas seulement victime de la malnutrition, des carences en micronutriments, mais elle est aussi source de transformation de cette entité qui est aujourd'hui porteur de création de richesses, porteur de stabilité et même porteur d'harmonie entre les peuples. Parce que elles sont les plus nombreuses, elles ont aussi la capacité d'organisation, elles sont vraiment affinées pour vraiment faire ce boulot. Je pense qu'encore on doit continuer ces plaidoyers si au cas où on aura 2 ans de plus pour la nutrition. C'est des points qu'on doit vraiment toucher avec un autre langage. Parce qu'on est des communautés macho,
quand on vient avec le langage du Nord, ça peut toucher la sensibilité des gens. Mais il faut qu'on trouve les mots justes pour montrer que l'effort doit être récompensé de ces femmes qui ne dorment pas, qui sont au champ, qui sont dans les trucs, qui sont dans la route pour vendre tous ces trucs-là, pour qu'au moins on puisse les récompenser. Je vous remercie. Merci beaucoup à tous. Merci pour vos questions. Patricia, je te redonne la parole. Merci. Merci, Ève. Alors, je voudrais dire merci à tous ceux qui ont contribué à enrichir les présentations de Djibril et de Mike. Et de mon côté, je voudrais encore remercier Djibril et Mike, parce qu'en effet, c'est vrai, c'était pas évident, mais c'est bien compris. C'est-à-dire, c'est bien compris dans le sens que nous étions partis sur un sujet de la crise alimentaire et nutritionnelle et voir un peu ce qui a été mis en place. Mais à travers les deux présentations, ce que je peux retenir, c'est que la crise a permis à chacun des deux pays, la RDC et le Mali, de nous présenter d'abord des éléments forts, c'est-à-dire des éléments forts en ce sens qui s'inscrivent dans des fondements politiques institutionnels, surtout le Mali avec la décentralisation et le projet du Mali qui était l'occasion à travers cette crise d'améliorer la nutrition par le renforcement de l'approche multisectorielle et surtout le cadre de redevabilité avec un accent sur la décentralisation. Pour le Congo, c'était plus de nous présenter l'agenda de transformation agricole qui était un agenda déjà en place 2022 pour 2028, mais a mis le focus sur 2022-2023. C'est vrai qu'il manque les données de 2022-2021, c'était 2021-2023, mais quand même a présenté des éléments qui permettent de mieux réagir à cette crise. En gros, en conclusion, ce que moi je pourrais dire pour conclure, c'était des présentations assez fortes parce que tout, comme on dit, toute chose part des fondements politiques. Et je crois que la crise nous permet de nous réveiller en se disant à travers ces présentations, il y a encore l'importance des données. Des données, voici une crise que nous devons suivre et nous rendons compte que est-ce qu'il existe dans nos pays des dispositifs d'alerte précoce en matière de sécurité alimentaire et de nutrition? Je vais aller plus en détail, c'est-à-dire voici une crise qui est là. C'est vrai que ça permet à chaque pays de corriger la question des importations, des dépendances, de prendre conscience. Mais au-delà de ça, c'est son impact sur la nutrition. C'est-à-dire, est-ce qu'on attend une SMART générale où nous allons faire des dépistages en stratégie avancée dès maintenant pour voir l'impact nutritionnel? Ça, c'est la première question que je me pose. La deuxième, c'était l'importance de la décentralisation. Avec Djibril, dans sa présentation, il a été très clair, c'était l'occasion avec cette crise de mettre l'accent sur la décentralisation. J'irai plus loin dans le cadre de la redevabilité qu'il a décrit, mais aller plus loin avec la présentation de la RDC et toutes les questions qui ont été posées. Je crois qu'aujourd'hui, toute cette question, tout ce que nous discutons aujourd'hui nous interpelle derrière un élément important, c'est les systèmes alimentaires. Aujourd'hui, nous parlons des feuilles de route des pays. Avec cette crise, c'est maintenant peut-être recadrer ces feuilles de route pour ceux qui ont été faits de manière anticipée, de voir est-ce que ça prend en compte réellement tous les défis, bien sûr de la production, mais du comportement alimentaire, de l'environnement alimentaire. Une question a été posée. C'est bon de penser aujourd'hui tout ce que nous pouvons voir à travers ces crises, que ce soit la crise sociopolitique, la crise sécuritaire, la crise même climatique, les changements climatiques, toutes ces crises, comment nos feuilles de route des systèmes alimentaires ont-ils adressé cette situation? Pour terminer, je dirais qu'en effet, nous devons concilier aujourd'hui plus que jamais le développement et les crises, c'est-à-dire des plans de développement et ne jamais oublier des plans de contingence, des plans de résilience. Donc voilà en gros ce que je voudrais dire pour conclure. Et si je peux me permettre, c'est-à-dire dire les prochaines étapes, c'est vrai qu'on vient d'échanger et je sais qu'il y a encore des pays qui peuvent encore partager leurs bonnes pratiques. Ce n'est jamais tard, nous sommes ensemble, nous sommes une équipe de la nutrition, comme on aime dire, le royaume uni pour la nutrition. Nous voulons gagner, nous voulons nous distinguer. Ce n'est pas encore perdu. Je pense qu'on peut toujours poster les bonnes pratiques à travers la plateforme que nous avons ensemble. Nous pouvons encore documenter. Pour ceux qui veulent le faire, ils peuvent toujours le faire. Et je voudrais dire qu'encore, il y aura, ce n'est pas notre dernière rencontre sur la crise alimentaire et nutritionnelle. Nous allons encore continuer. Attendez-vous
à des prochaines réunions, rencontres encore pour échanger sur cette situation parce qu'on ne veut pas être surpris encore par rapport à la COVID, comment nos systèmes alimentaires ont été affectés, mais nos systèmes, toute la question de la nutrition aussi a été touchée. Donc, voilà pourquoi nous nous réunissons et je voudrais, avant de donner le mot de fin, je ne sais pas si Sonia, si Ève aimerait dire un mot avant de conclure. Ève, Merci Sonia. beaucoup. Non, je conclue. Je vous laisse dire un mot avant de conclure. Non? Merci beaucoup, Patricia. Est-ce que tu veux prendre la parole, hein? Merci Sonia. Tout simplement pour remercier l'ensemble des collègues et des partenaires qui ont fait des présentations aujourd'hui, mais aussi qui ont posé des questions qui, je pense, ont soulevé des débats intéressants et des discussions intéressantes. Effectivement, on n'en est qu'au début de cette crise actuelle. On n'a pas encore énormément de recul sur les conséquences et les impacts qu'elle aura sur tous les systèmes, mais aussi dans le cas qui nous intéresse ici, sur les systèmes agricoles et sur les acquis nutritionnels et nos agendas respectifs qui étaient en place avant cette crise. Donc, effectivement, l'importance de la résilience, mais aussi, je pense que les procédés que nous avons mis en place ici, d'échanges continus avec vous, entre nous, nous permet d'utiliser tout ce contenu pour mener à notre niveau, avec l'aide des réseaux, un plaidoyer en votre nom là où cela est nécessaire. Et donc, d'où l'importance de continuer à recevoir ces informations de votre part, ces informations de terrain, mais aussi à comprendre quelles approches innovantes sont mises en œuvre pour évidemment viser la réplicabilité et l'émulation entre nous. Voilà, c'était mes quelques mots. Sonia, peut-être je te laisse également la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ève. Effectivement, en termes de prochaines étapes, on va pouvoir maintenant, en fait, grâce à toutes ces questions qui ont été posées pendant cette session de questions-réponses, enrichir encore la documentation de ces bonnes pratiques pour ensuite les partager avec l'ensemble des pays, en fait, de ce hub. Et puis, en fait, ce que disait Ève, c'est exactement ça également que nous voulons faire, c'est-à-dire que lorsqu'on va continuer à produire des briefs globaux sur la situation en fait, de la crise alimentaire et nutritionnelle actuelle, c'est aussi donner cette perspective en fait, des pays. Donc, c'est aussi une double utilité en fait, de pouvoir documenter ces bonnes pratiques, de pouvoir continuer à faire vivre les échanges entre pairs. Donc, merci beaucoup à Patricia de l'avoir largement bien rappelé aussi, que l'on attend vraiment encore d'autres partages, parce que ça, c'est vraiment ce qui fait la force du mouvement, et que ce soit vraiment le début d'échanges aussi après en bilatéral entre les pays, de poursuivre ces visites aussi entre les pays qui sont en train de se passer de manière très, très claire sur différentes thématiques en Afrique francophone. Et merci à tous pour votre intérêt. Merci à Patricia pour l'excellente modération comme d'habitude. Et Patricia était en congé en plus actuellement, donc merci d'autant plus. Et c'est toujours un plaisir vraiment de participer à ces échanges très francs, très clairs au niveau de la dynamique de l'Afrique francophone. Donc merci encore à toutes et à tous. Sonia. Et au plaisir de continuer. Merci encore, Sonia. Merci. Moi, je voudrais donc terminer encore par des mots de remerciement. Saluer. Et surtout, je voudrais encore dire au pays que vous voyez tout le plaidoyer qui est fait à travers le mouvement SON, pour ceux qui ont pu soumissionner. Il y a eu le fonds commun pour la société, pour une soumission de projet, de proposition de projet pour la société civile qui cadrait bien sûr dans cette situation. C'est pour dire qu'on reste à l'écoute de cette situation de la crise alimentaire. Je salue les pays qui ont pu le faire. C'était la date limite, c'était le 15 août. C'est pour dire que nous restons toujours à l'écoute de vos besoins. Il y aura la prochaine réunion de l'ESCOM et comme vous le savez, je vous représente à l'ESCOM et elle aura lieu au 3e semestre de septembre. Je reste encore aussi à l'écoute à travers la plateforme de vos doléances. C'est vrai que le plan d'action va démarrer. Les demandes, les besoins, l'expression de besoins a été pris en compte s'agissant des renforcements des capacités, mais je reste toujours encore à l'écoute. Il y a encore 3 semaines. Si vous avez encore des choses à mieux exprimer, que vous ne l'avez pas encore senti jusqu'aujourd'hui à travers cette nouvelle équipe qui a été mise en place pour dire une stratégie dirigée, pilotée par les pays,
c'est le moment. Moi, je reste toujours à l'écoute parce que je ne peux pas parler sans vous. Je vous représente à l'ESCOM, donc je reste encore à l'écoute. Voilà ce que je voudrais dire et vous dire encore merci pour votre disponibilité. Merci encore pour votre présence et pour tout ce que vous faites pour la nutrition. Je le sens, on le sent même dans ces présentations, les 2 pays déjà. Et je sais que d'autres ont fait encore plus. Et voilà, nous restons à l'écoute de ce que vous avez pu bien faire au profit de votre pays, mais au profit des autres pays aussi. Nous restons à l'écoute. Merci. Merci à tout le monde. Merci. Je vois Judith. Je ne sais pas, on ne l'a pas présentée, mais sur la plateforme, on a vu Judith. Oui. Je vois Judith là. Judith, moi, je ne suis pas surprise. Et je pense que je laisse Ève te présenter. Voilà. Avant de... Merci. Merci beaucoup, Dr Patricia. Effectivement, Judith nous a rejointes. Vous avez pu certainement le lire dans notre groupe des points focaux WhatsApp. Elle nous a rejoint il y a quelques jours dans l'équipe du Hub de Dakar pour s'occuper de ce grand groupe de l'Afrique francophone. Donc, on est vraiment ravis d'avoir Judith parmi nous. Je pense que la plupart d'entre vous ont déjà eu la chance de travailler avec elle. Voilà, Judith, est-ce que tu voudrais dire quelques mots pour te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Je te passe. Merci beaucoup à toi, Eve. Merci à tous. Je suis restée un peu silencieuse sur ce chat parce que je sais que beaucoup auront du mal à m'enlever mon ancienne étiquette. Donc, maintenant, je suis au niveau du mouvement SON. Merci et c'est avec joie de continuer en fait à servir le secrétariat directement avec chacun d'entre vous. Merci beaucoup. J'ai juste commencé cette semaine, le lundi, et vraiment, on est ensemble. Merci à tous. Voilà, Judith, merci encore pour ta présence. Pour moi, je ne suis pas surprise. C'est une continuité. Patricia, la parole est à toi. Est-ce que tu voulais qu'on reste encore quelques minutes avec les points focaux SON pour ceux qui voudraient t'adresser leurs doléances et leurs messages qu'ils souhaiteraient que tu communiques lors de la prochaine session du comité exécutif? D'accord, on peut le faire. Si ils sont dispo, on peut encore échanger juste avec les points focaux. Pas pour longtemps, 10 minutes. On ne t'entend pas, Patricia. Ah, pourtant, j'ai le micro. Moi, je l'entends bien, en fait, Ève. Moi, je suis dispo. Il n'y a pas de congé. Il n'y a pas de congé. Vous voyez tellement le congé était... Non, il n'y a vraiment pas de congé pour toi, Patricia. Oui, c'est vrai, c'est pas de congé. J'ai failli dire ça, mais ce n'est pas ce que je voulais dire, mais le subconscient l'a lâché. Alors, je peux encore accorder 10 minutes, il n'y a pas de souci. Voilà, pour ceux qui peuvent encore échanger, qui peuvent rester, on peut toujours continuer à mieux comprendre vos besoins. Voilà, je suis dispo, Ève. Merci. Donc voilà, pour tout le monde, merci encore.